BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Acheter des cryptos, c'est bien, mais il faut savoir quand les acheter, comment les acheter, et il faut savoir aussi les vendre. On voit ça tout de suite dans quelques instants avec Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour Louis. Bonjour Amaury. Associé fondateur de Montaigne Conseil Patrimoine. Où on va voir aussi que vous êtes fait voler des cryptos, vous allez tout nous expliquer. Et puis vous allez nous parler d'un bitcoiner très récent, 94 ans, ce n'est pas n'importe qui, tout ça dans quelques instants. Lilian Léga, journaliste chez Crypto, c'est avec nous. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Lilian, on va tout de suite parler avec vous du protocole Ordinals qui permet donc d'inscrire des données de manière permanente et immuable sur la blockchain Bitcoin. Ça cartonne depuis le début de l'année, mais ça ne fait pas l'unanimité dans la sphère crypto. Expliquez-nous tout. Déjà pour commencer, rappelez-nous un peu ce qu'est ce protocole Ordinals. Ouais, alors comme vous l'expliquiez Amaury, c'est une tendance qui est née cette année et qui fait énormément de bruit. Et pour cause, on parle de Bitcoin, donc la première crypto du marché, première blockchain du marché. Donc quand il se passe quelque chose dessus, forcément ça fait du bruit. Donc Ordinals, c'est un protocole qui a été lancé en fin d'année 2022, début d'année 2023, par un ancien développeur de Bitcoin Core, donc qui s'appelle Kasey Rodarmor, et qui a pensé ça de deux manières, on va dire. Il y a la Ordinal Theory, on ne va pas en parler, mais c'est une manière en fait de numéroter les Satoshi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Satoshi, c'est la plus petite unité de compte pour le Bitcoin. Donc un Bitcoin peut se diviser en 100 millions de Satoshi. C'est quoi? C'est des poussières de Bitcoin? C'est des poussières, un 100 millionième de Bitcoin finalement. Et donc son idée, c'était de les numéroter pour pouvoir les tracer, les suivre. Donc ça fait des choses assez sympathiques, assez artistiques. Mais c'est pas ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de ce protocole, les inscriptions. Et comme son nom l'indique, ça permet d'inscrire des données de manière permanente et immuable sur la blockchain Bitcoin, et surtout de les relier à des Satoshi, justement. Et donc ça a ouvert vraiment la voie à tout un nouvel écosystème sur Bitcoin, notamment les NFT, évidemment, enfin des espèces de NFT sur Bitcoin, puisque on peut associer des images à des Satoshi, et donc on peut les rendre non fongibles, et on peut créer des collections de NFT. Et puis il y a aussi les tokens BRC20, donc c'est une norme qui s'inspire beaucoup de la norme ERC20 sur Ethereum et qui permet donc de créer des tokens sur la blockchain Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment très nouveau. Le premier a été lancé aux alentours de février-mars, il s'appelle Ordi. Il a atteint 1 milliard de dollars de capitalisation, il a été listé sur Binance. Il y en a d'autres qui commencent à arriver sur Binance. Donc voilà, c'est tout un nouvel écosystème qui se lance, qui fait beaucoup de bruit et qui a l'air vraiment de plaire aux utilisateurs. Comment on peut expliquer le fait que ça marche aussi bien là depuis un an, sachant que ce qu'on propose là, c'est ce qui est déjà plus ou moins proposé sur Ethereum. C'est quoi là? C'est les cas d'usage de Bitcoin qui se rapprochent de ceux d'Ethereum? C'est Bitcoin. L'explication, c'est Bitcoin. On est sur la première crypto du marché, la première blockchain du marché. Jusqu'ici, sur Bitcoin, alors il y avait eu des tentatives d'essayer de faire des sortes de collections de NFT avec les digital coins, etc., les colored coins, pardon. Ça date de quelques années maintenant. Mais là, vraiment, c'est un gros renouveau parce que ce protocole facilite vraiment tout ça, donc la possibilité de créer ce qu'on appelle les digital artifacts, donc finalement les NFT sur Bitcoin. Donc c'est vraiment cette raison-là, tout simplement. Et oui, in fine, l'idée, c'est de se rapprocher un petit peu de ce qui peut se créer sur Ethereum. Bon, donc il y a des choses qui se passent, mais ça plaît pas à tout le monde dans la communauté. Pourquoi ça fait pas l'unanimité? Tout simplement parce que ça ressort un très vieux débat dans l'histoire de Bitcoin qui est né en fait quasiment en même temps que Bitcoin est né. C'est l'utilité réelle de Bitcoin. L'idée de ce débat, c'est de dire est-ce que Bitcoin doit servir uniquement un rôle monétaire et donc d'être un système de paiement décentralisé, de pair à pair, avec une monnaie saine par-dessus. Et donc, de dire que si on crée d'autres cas d'usage à Bitcoin, ça va un petit peu nuire à cette adoption en tant que système de paiement. Et d'un autre côté, il y a un deuxième camp qui s'oppose, c'est ceux qui pensent que Bitcoin, c'est un réseau ouvert, qu'on est anti-contrôle, anti-contrôle de manière générale, et donc on doit laisser faire les initiatives comme celle-là et qu'on ne peut pas interdire, notamment Ordinals. Et donc récemment, ce débat, il a pris une toute autre tournure quand Luc Dasher, qui est un développeur quand même assez réputé sur Bitcoin, qui a beaucoup d'influence, a répété une nouvelle fois la semaine dernière que Ordinals c'était quelque chose qui n'était pas bon pour Bitcoin, que c'était même un hack de Bitcoin, que c'était une faille dans Bitcoin Core qu'il fallait corriger puisque ça se permet à la blockchain. La question, est-ce que ces possibilités supplémentaires qui sont offertes par Ordinals notamment, est-ce que ça altère
les autres choses pour lesquelles a été créé Bitcoin, notamment monétaire? Alors, c'est une excellente question, à savoir si techniquement ça altère le code de Bitcoin ou ça exploite des fonctionnalités qui ne sont pas permises. Pas du tout. C'est là où Luc Dashur, justement, se trompe un petit peu de combat. Donc c'est un plus, entre guillemets. C'est un plus. Et en fait, il faut comprendre que Ordinals utilise vraiment, véritablement les fonctionnalités permises par Bitcoin, et notamment deux des plus importantes mises à jour dans l'histoire moderne de Bitcoin, que sont SegWit et Taproot. SegWit, ça veut dire Segregated Witness, et l'idée, c'est de dire on va augmenter la taille des blocs de Bitcoin, donc ça date de 2017. C'est augmenter la taille des blocs de Bitcoin et séparer les données différemment à l'intérieur, et notamment avec une partie donc, des Witness Data, d'où le nom de la mise à jour. Et il y a la mise à jour Taproot, qui date de 2021 et qui permet de rentrer des petits bouts de code, finalement. Alors je le vulgarise, mais qui permet de rentrer des petits bouts de code dans cette partie Witness Data, qui permet de réaliser des choses un petit peu plus complexes sur Bitcoin. Et Ordinals, c'est vraiment l'utilisation de ça à proprement parler, c'est-à-dire que si vous, par exemple, vous voulez, Amaury, inscrire dans la blockchain Bitcoin le logo de BFM Crypto, par exemple, en image, vous allez faire une transaction sur Bitcoin. Ce logo, cette image va être inscrite dans la partie Witness Data de votre transaction, et il y aura un petit code qui va dire on va l'associer à ce Satoshi. Voilà, c'est ça les inscriptions. Il n'y a rien de plus qu'utiliser vraiment les fonctionnalités de Bitcoin. Et c'est là où se trompe justement Luc Dashur. Louis-Alexandre, vous avez un avis là-dessus? Vous êtes dans quel camp? Moi, je ne choisis pas de camp. Je regarde qu'est-ce qui peut servir nos clients, qu'est-ce qui peut servir en fait l'utilisateur. Et je vois deux choses. D'abord, effectivement, on peut dire que d'une certaine manière, le projet de Satoshi Nakamoto, qui est un système pair à pair d'échange de valeurs, est un petit peu dévoyé de son projet initial. Ceci étant, je regarde aussi les bons côtés. Je me dis qu'on a une question de là, je suis le côté patrimonial qui revient. On a une question de fongibilité, donc d'actifs fongibles et non fongibles. On sait que ça a des implications juridiques et fiscales. Et c'est ce que j'ai déjà dit depuis plusieurs mois. On pourrait avoir après les NFT, les jetons non fongibles, les SAT non fongibles, donc les NFS. Enfin, en tout cas, moi, je les ai baptisés comme ça, les non-fungible SAT, qui pourraient peut-être nous permettre patrimonialement ou techniquement d'aller organiser des choses qui, moi, me motivent particulièrement. Alors, on est dans l'observation, on n'est pas encore dans l'application concrète, mais ça m'intéresse beaucoup. Puis après, on va voir avec Lilian qu'il y a d'autres implications économiques, mais sur lesquelles je vais le laisser intervenir. Et justement, est-ce qu'on pourrait les interdire, tout simplement, ces ordinals? C'est possible de... C'était justement le sujet de la semaine dernière, puisque Luc Dashur, quand il a évoqué cette éventualité que les ordinals pourraient être un hack de Bitcoin, il a proposé de les interdire. Et il l'a vraiment fait, finalement, parce que lui, il est aussi développeur de ce qu'on appelle Bitcoin Knots, qui est un concurrent direct de Bitcoin Core. Pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel client qui vous permet à tous de pouvoir avoir un nœud Bitcoin à la maison. Et rappelle, c'est quoi Bitcoin Core Bitcoin Core, c'est justement ça. C'est un logiciel client que vous pouvez installer chez vous et qui vous permet d'avoir un nœud complet de Bitcoin à la maison. Voilà. Okay. Et donc, lui, ce qu'il a proposé, c'est une amélioration dans Bitcoin Knots, donc son propre logiciel client, qui permet tout simplement de ne plus valider les transactions qui sont liées à Ordinals. Donc ça, c'est déjà passé, c'est fait. Ensuite, il y a un autre élément, c'est qu'il a aussi une pool de minage qui s'appelle Ocean Mining. Donc les mineurs peuvent s'y connecter pour participer ensemble au minage et récupérer des récompenses. Et sur Ocean Mining, on ne valide plus les blocs, on ne mine plus les blocs qui contiennent des transactions avec des inscriptions. Donc factuellement, oui, on peut les interdire. Mais c'est que sur sa pool. C'est que sur sa pool de minage, mais si d'autres personnes décident de faire pareil, oui, éventuellement, factuellement, on pourrait les interdire. Mais moi, ma réponse à cette question, à savoir si on peut les interdire, c'est que objectivement, non, c'est pas le cas, pour la simple et bonne raison que, même si j'ai pas de boule de cristal à l'avenir, je ne prévois rien du tout, mais je pense que factuellement, objectivement, c'est pas possible, parce que les mineurs n'ont pas intérêt à le faire. Les mineurs, ils sont récompensés de deux manières. Quand ils vont miner un bloc, la récompense initiale, qui est 6,5 BTC aujourd'hui et qui sera divisée par 2 très très prochainement. Et une deuxième en avril prochain. Lors du 4e halving de Bitcoin. Exactement. Et la deuxième récompense, c'est tous les frais de transaction qui sont inclus dans ce fameux bloc. Et il y a eu certaines périodes, et tu pourras le valider, il y a eu certaines périodes dans l'année où ces récompenses, elles étaient parfois même supérieures aux 6,25 BTC qu'on récupérait nativement. Et donc, les mineurs, eux, ils sont contents. Pour eux, c'est une aubaine. Ils récupèrent beaucoup plus de récompenses quand ils minent un bloc parce que, justement, il y a ces inscriptions ordinals, parce que les gens ont un intérêt envers ces inscriptions et que les gens l'utilisent. Et donc, ils font des transactions sur Bitcoin, ils génèrent des frais et les mineurs sont récompensés. Les mineurs n'auront certainement aucun intérêt à refuser les transactions ordinals à l'avenir, je pense. Oui, Alexandre, là-dessus. Oui, en fait, on a eu un bloc qui a été miné avec plus de 6,25% de pourboire, puisque ce sont les pourboires. Si on veut que sa transaction soit publiée,
il faut qu'on mette un pourboire. Et donc, plus on veut qu'elle soit publiée dans le bloc le plus proche, plus le pourboire est important. Donc il y a eu un bloc cette année qui a été à plus de 6,25. Mais là, ces dernières semaines, je regardais par rapport à la division par deux. C'est-à-dire en disant, bon, tiens, si on divisait par deux la récompense aujourd'hui, que représenteraient les pourboires en ce moment? Eh bien, il y a des semaines où les pourboires représenteraient 50% de plus. C'est-à-dire 1,7, 1,75, 1,80 bitcoin de pourboire. Ce qui veut dire que il y a encore 2 ans, on disait que finalement les mineurs allaient être un peu victimes consentantes de cette division par deux de la récompense de l'émission monétaire de Bitcoin, et que peut-être que les frais de transaction un jour, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on prendrait le relais. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que déjà, c'est très sensible, puisque ça peut représenter 25% d'une récompense aujourd'hui. Et peut-être demain, ça sera 35 ou 40%. Donc, ça peut être un changement de modèle économique, et ça peut expliquer aussi que le hash rate est en constante augmentation. Le hash rate, je le répète ici, c'est le nombre de machines, la capacité du réseau à être en compétition, la capacité de calcul du réseau. Donc, plus le hash rate est important, plus j'ai de mineurs en compétition. Donc c'est de plus en plus cher, entre guillemets, de valider des blocs Bitcoin pour les mineurs. Et à côté, les récompenses dans le temps donc diminuent à chaque halving, ce qui va se passer en avril 2024. Donc ces fameux ordinals pourraient faire un complément de revenus aux mineurs qui vont voir leur récompense baisser au fil du temps, c'est ça ? Dans l'idée, c'est ça. Après, ça montre aussi et surtout que, en effet, cette idée qu'à un moment donné, les frais de transaction pourront compenser la réduction de l'émission monétaire sur Bitcoin avec ces halvings, c'est possible finalement. C'est le cas. Alors que ce soit Ordinals ou à l'avenir d'autres types de protocoles qui vont naître, l'idée reste là. En tout cas, voilà, on retiendra ça, que pour les mineurs, il y a cette option-là qui existe et ça fonctionne, et on l'a vu avec Ordinals. Et Lilian, ça peut être une narrative qui peut être porteuse pour le prochain cycle. On voit que ça s'est déjà bien développé cette année. Quelle projection, entre guillemets, on peut faire pour la suite ? Ouais, alors, je suis pas du tout un expert sur l'analyse des tendances, mais moi, ce que je constate, c'est que on parle de Bitcoin, on parle de tout un nouvel écosystème qui se construit avec plein de belles choses, c'est-à-dire la possibilité de transférer ses coins depuis Bitcoin vers d'autres blockchains, donc de connecter Bitcoin finalement à d'autres réseaux. Il y a plein de choses qui sont en train de se construire, et je pense que ça pourrait constituer en effet une narrative du prochain bull run, s'il devait y en avoir un, dans le sens où voilà, on parle de Bitcoin, et que bien qu'il y ait eu plein de choses qui se soient développées sur d'autres blockchains, ça reste Bitcoin, les gens s'intéressent à Bitcoin, et s'il peut se passer des belles choses sur Bitcoin, je pense que les gens se tourneront assez naturellement plutôt vers cette blockchain-là. Donc ça peut être même un bull run qui sera mené encore plus que d'habitude par Bitcoin. Bon, en parlant de certaines narratives, on va parler d'investissement, Louis-Alexandre. On va parler de stratégie d'investissement. Selon vous, comment est-ce qu'il faut faire pour acheter, mais disons bien acheter? Quel état d'esprit il faut avoir et comment il faut s'y prendre? Toute stratégie d'investissement commence par un achat, un jour une vente. Et en fait, ça fait presque 20 mois que j'interviens sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Et on a commencé il y a 20 mois à dire aux gens, écoutez, il y a une stratégie classique qui est le dollar cost average, DCA. J'achète un petit peu tous les jours ou toutes les semaines du Bitcoin ou même quelques autres crypto-monnaies. Nous, on est majoritairement Bitcoin, un petit peu d'Ethereum, et après, faut voir. Et donc, certains traders professionnels, ceux qui ont été bien impactés par FTX et d'autres choses, nous ont dit qu'en fait, on était un petit peu timorés. Force est de constater que les gens qui ont suivi cette méthode, on était à des niveaux sensiblement plus élevés qu'aujourd'hui. On était plutôt entre 45 et 50 000 $. Et bien aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans une plus-value sensible. Les gens qui ont fait ça, qui ont acheté toutes les semaines, sont des gens qui aujourd'hui ont 25 à 30% de plus-value. Donc si vous voulez, déjà, cette stratégie qui est toute simple, qui demande juste une automatisation et un accompagnement, et surtout une résistance dans les périodes compliquée, eh bien, elle fonctionne. Et elle fonctionne d'autant plus que on n'est pas sensible à l'émotion. Je mets en place un achat régulier. Ça monte, ça baisse, c'est pas trop mon sujet. On achète sans réfléchir. Et j'achète sans réfléchir, et surtout sans être victime de mes émotions. C'est un point très très important, parce qu'on se rend compte que cette problématique d'achat, on a des gens qui aujourd'hui nous ont pressés, là par exemple, pour dire écoutez, ça monte, on est à plus de 40 000 $. Non, moi je vais acheter un Bitcoin supplémentaire. Le fameux FOMO. Et oui, la peur de manquer l'opportunité, le fearing of missing out, c'est-à-dire que les gens vont se dire je loupe le train, il faut absolument que j'y aille. Et donc nous on dit non, notre stratégie, elle n'est pas là. Notre stratégie, c'est une stratégie qui doit être régulière. Alors après, bien sûr, dans la période de décembre, quand la peur était vraiment présente, nos clients les plus courageux ont fait comme nous.
ils ont renforcé leur bague, ils ont renforcé leur panier parce que on peut ajuster sa stratégie de DCA en l'allégeant ou en l'augmentant suivant exactement. Comme si on avait dépassé 50 000 $ ces jours-ci, on aurait peut-être dit on va arrêter temporairement d'acheter. Pourquoi ? Parce que en fait, entre le point le plus bas et le halving, il y a souvent une hausse de 70%. Globalement, statistiquement. Et là, elle est déjà faite, c'est ça ? Et là, elle est déjà faite. Ouais. Donc, on se dit, est-ce que c'est vraiment encore le moment de le faire ? Donc, on sait que normalement, doit y avoir des éléments de correction, de retracement, comme on dit, même si nous, ça ne nous intéresse pas à court terme. En fait, tout ça, les émotions, c'est très, très bien décrit dans cette petite bande dessinée qui s'adresse aux jeunes adultes, en tout cas. C'est Daniel Villa-Montero qui a écrit le scénario. Ça s'appelle Alice au pays des cryptos. Je vous le recommande pour Noël, pour les adolescents, les jeunes adultes et même les grands adultes, parce qu'on parle justement de tous ces billets qui nous empêchent de bien acheter et qui vont sûrement, parce que c'est pas encore abordé ici, mais c'est ce que je vais aborder après, vont nous empêcher aussi de bien vendre. On recevra d'ailleurs bientôt Daniel dans l'émission et vous avez un article de Pauline Armandet qui vous recommande 5 livres si vous voulez des idées de livres à acheter pour Noël en cadeau et dont Alice au pays des cryptos qui fait partie de cet article à retrouver sur notre site BFM Crypto. Donc, bien acheter. Merci Daniel, on te salue. Et maintenant, bien vendre. À la vente, comment ça se passe ? Donc l'achat, on liste le point d'entrée. Pour la vente, c'est pareil, on liste le point de sortie. Voilà. Alors, bien vendre, on va parler là en deux parties. D'une part, on va parler tout à l'heure des conséquences fiscales, parce que c'est important. Mais aujourd'hui, on va parler des conséquences de stratégie maintenant. Qu'en fait, quand on achète un actif, qu'il s'agisse d'Air Liquide, Tesla ou d'un indice, normalement, il faut avoir en tête le point de sortie. Alors c'est un point de sortie qu'on peut adapter. Nicolas Chiron est très très bon là-dessus. On peut remonter ses stops, c'est-à-dire en fonction des événements de marché, on peut un peu bouger ces points de sortie. Mais globalement, quand on achète, on se dit tiens, je me donne un point de sortie. Et quand on a un point de sortie, on est rentré en plusieurs fois. On va pas sortir en 250 fois. On va sortir peut-être en 3, 4, 5 fois en fonction de niveau. Par exemple, on se dit tiens, quand on va commencer à s'approcher des plus hauts précédents, on peut peut-être alléger un quart du portefeuille, 10, 15%, un quart du portefeuille. Une chose est sûre, c'est que le but d'un investissement, ça va être d'abord d'essayer de sauver son capital. J'ai mis par exemple 10 000 $ en Bitcoin. Aujourd'hui, je me retrouve à 35 000 $. Je vais essayer de reprendre 10 000 $. Comme ça, au moins, je ne joue plus qu'avec ma plus-value. Et déjà, mon patrimoine est à l'abri là-dessus. C'est une technique pour au moins protéger son patrimoine. Deuxièmement, il y a la question de l'adhésion à la thèse Bitcoin. Parce qu'il y a Bitcoin et le reste. Et dans Bitcoin, il y a aussi une thèse long terme. Et est-ce que j'ai vraiment intérêt à vendre tous mes bitcoins alors que ma thèse de long terme, c'est une thèse de rester investi sur Bitcoin? Parce que si aujourd'hui c'est peut-être 40 000 $, demain 100 000, est-ce que dans 3 cycles, c'est pas 1 million de $? Ça dépend de quoi? De l'horizon d'investissement qu'ont les gens? Oui. Voilà, l'horizon d'investissement. Et nous, aujourd'hui, les gens qui nous disent je veux investir que jusqu'au halving et tout sortir après, on leur dit je pense déjà que vous êtes en train un peu de dévoyer parce que vous êtes en train de faire une perspective long terme de plus-value à court terme. Et là, vous prenez un risque et on n'est plus dans l'investissement, on est dans la partie de casino. Donc, pour reprendre la sortie, premier objectif, récupérer mon capital. Sa mise de départ. Sa mise de départ, ça c'est très important. Et après, avec le reste, on va sortir peut-être en 3 ou 4 fois, qui me semble être une stratégie prudente. Bon, on a vu l'achat. On a vu la vente. Oui. Après, on peut tenir compte d'une troisième chose, c'est la fiscalité, parce qu'on peut vendre ces cryptos et les transformer les convertir en autres cryptos. Donc ça peut être des cryptos ou d'autres blockchains ou des stablecoins, ou les mettre en fiat. Comment on fait ce... Alors déjà, techniquement, si je vais voir mon banquier en disant tiens, j'ai des cryptos, je vais vous envoyer des flux qui viennent des cryptos, il se peut que ça soit un peu compliqué. Donc déjà, je vais me renseigner auprès d'un professionnel de savoir où est-ce que je peux faire l'échange crypto vers du fiat, si c'est la stratégie que j'ai choisie. Donc là, renseignez-vous, il y a des professionnels qui peuvent vous indiquer comment on fait les choses. Bon, nous, pour tous nos clients, on a l'origine des fonds d'entrée, donc on n'aura aucun problème à ce que les gens puissent sortir des cryptos pour aller prendre de la monnaie. Mais ce qui veut dire que si je vais de la crypto et que je sors de la crypto, eh bien à ce moment-là, je vais payer une fiscalité sur ma plus-value. Je peux aussi choisir d'aller sécuriser mes cryptos sans sortir de l'économie, de l'écosystème. Et là, je peux aller choisir, par exemple, des actifs numériques qui représentent $1,
1 euro, une livre sterling. Donc des stablecoins plutôt pour le Oui, coup. qu'on va appeler des stable tokens, voire ça peut représenter 1 gramme ou une once d'or ou quelque chose comme ça. Donc je vais chercher des actifs qui sont beaucoup moins sensibles. Et ça peut être une autre manière de me désinvestir sans sortir de l'écosystème et surtout sans payer de plus-value, enfin en tout cas si je suis résident fiscal français. Donc retenez qu'il y a un aspect technique, et que je puisse retirer en fiat si c'est mon sujet, parce que c'est pas toujours facile. Et là, nous, on a des plateformes qui nous accompagnent là-dessus. Et d'autre part, il y a la problématique de choisir un stable token pour protéger mon actif. Lilian, vous vouliez réagir à ce que dit Louis-Alexandre ? Je suis assez d'accord sur toute la partie achat et vente. En réalité, ce qu'on constate, c'est que si on regarde les derniers cycles, acheter des cryptos et bien acheter, c'est pas extrêmement compliqué dans le sens où quand tout est bas, on remarque que ça remonte quand même globalement assez souvent. Je dis pas que ce sera le cas. Le plus dur, c'est de vendre quelque part. Voilà. Je dis pas que ce sera le cas pour le prochain bull run. Attention. En revanche, sur les précédents, ça s'est passé comme ça. Mais là où ça a été très dur, c'est de vendre parce que la majorité des gens qui investissent dans les cryptos et qui ont fait des excellentes plus-values et finalement qui ne les ont jamais convertis, c'est parce qu'ils avaient aucun point de sortie, parce qu'ils ne savaient pas vraiment quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Pas vendu, pas perdu, mais pas vendu, pas gagné non plus. Exactement. C'est exactement ça, et c'est important de se fixer avant même de rentrer dans le marché crypto, et même dès maintenant pour ceux qui sont déjà dedans, de se fixer des points de sortie en se disant à partir de ce moment-là, je sors par palier, et peu importe le prix, peu importe si ça va plus haut, je suis content d'être sorti à ce moment-là parce que c'était mon plan. Je l'ai respecté et j'aurais pas au moins la déception de me dire mince, j'ai vu un x10 sur mon portefeuille et je sors en x1,5 par exemple, comme la majorité ont pu vivre en 2021. Bon, on va parler du Bitcoin désormais, parce que Louis-Alexandre, hier on a fait une émission spéciale, un grand débat sur le Bitcoin avec Alexandre Sachenko et Jean-Marc Daniel, à retrouver en replay sur YouTube, en podcast, sur le site, bref, vous avez tout ça sur le site de BFM Business. Et Jean-Marc Daniel, on pense peut-être que c'est éventuellement un Bitcoiner en devenir, l'avenir nous le dira, en tout cas on va faire d'autres émissions spéciales comme celle qu'on a faite hier. Mais vous, Louis-Alexandre, vous vouliez nous parler quelqu'un qui est devenu bitcoiner à 94 ans, comme quoi oui. Tout est possible. Racontez-nous. Oui. En plus, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'en fait, on lui parlait un petit peu. Il a rencontré Yorick de Montbigne, il a rencontré des gens qui sont, qui ont une vraie conception de Bitcoin. C'est quelqu'un qui est très sensible à la problématique monétaire, puisque c'est un ancien dirigeant de la Banque de France, un ancien patron du FMI. Il s'appelle Jacques Delarosière. Il écrit des livres passionnants. Il voit comment le système actuel est dévoyé. Et donc, il a fait son coming out il y a très récemment, en disant qu'effectivement Bitcoin était un outil monétaire intéressant et tout à fait valable. Qu'est-ce qui l'a fait basculer ? Moi, je pense que d'abord, c'est la notion que le système actuel est un système inéquitable. Moi, je dirais que le système fiat en ce moment est devenu presque immoral. On a fait une conférence cet été, pour nos 20 ans, sur l'immoralité du système fiat. Et donc, par rapport à ce système qui est dopé à la dette depuis maintenant 40 ans, eh bien, il faut chercher quelque chose de plus équilibré. Et Bitcoin est un système beaucoup plus équilibré. C'est quelqu'un qui apprécie l'école autrichienne, notamment les propos de Hayek, qui sont vraiment, que je propose de rappeler. Hayek est encore enseigné à l'université d'Aix-en-Provence. Et ce sont ces éléments-là de cohérence monétaire. À partir du moment où un actif monétaire est en quantité limitée, eh bien, vous pouvez avoir des gains de productivité qui enrichissent les peuples. C'est vraiment un point important parce que c'est ce qui a enrichi la France au XIXe siècle, ces gains de productivité avec une monnaie qui était limitée dans son émission. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est un élément important. Un nouveau bitcoiner est né, Jacques Delarosière, 94 ans, c'est beau, gardez espoir. Chapeau à lui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Je rappelle Lilian Liaga, journaliste chez Cryptost, et Louis-Alexandre de Froissart, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. N'oubliez pas, si ce genre de débat vous intéresse, on a fait une émission de débat hier sur le Bitcoin avec Jean-Marc Daniel, justement, qui peut-être va se convertir entre guillemets un jour, et Alexandre Stachenko. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous crypto, c'est vendredi 15h avec Guillaume Sommeray et les pros des cryptos, parce que demain à 15h on sera en train d'écouter Christine Lagarde pour la réunion de la BCE. Bonne journée, bonne soirée, et donc à vendredi 15h avec Guillaume Sommeray pour les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, le club.